Bonsoir, bienvenue à cette discussion. Ça va le casque? Oui. Je crois que tu dois appuyer. Ok, super. Déjà, merci beaucoup pour ce film. Je vais poser quelques questions du coup à Perla. Et la première, c'est peut-être de te présenter et de nous présenter un peu le contexte de réalisation de ce documentaire film. Okay. This is really weird. I know, mais parce qu'en fait, on est tous les deux italiennes, mais moi je parle très mal anglais, donc c'est pour ça que personne ne veut entendre ça. So thank you for coming and thank you for inviting me. So I started filming in 2021 when the dock workers they've been doing strikes and they've been struggling with this weapon trafficking and weapon coming into the port of Genoa for some years. So actually, right now it's like in our common language, to talk about war and to talk about like weapons and to talk about this weapon coming and going out of our ports. But in 2021, it wasn't like a real issue, or it wasn't like that public. So what they did, they make it that. So they started to make these weapons entering the port and an union issue. So they started organizing and they started doing strikes within their union. Then their union failed them, and so they changed union and they brought into the port a more aggressive one, a more leftist one, we can say. And right now, we are kind of used to talk about weapons and war language and war economy. And there are all these plans, and what's been going on actually is like that we've been normalized to this kind of things and this kind of language. But that in Genoa, in Italy, but also in other parts of Europe, I think, they started something, I think. So I wanted to follow them and see how they were organizing, how their words and their languages changed, and how they started to, form something against this weapon trafficking. So that's why. Merci beaucoup, et c'est d'ailleurs un peu le sujet de la discussion d'après, comment on crée des liens de solidarité, comment on s'organise, comment on crée des relations. Je voulais te demander, ces dockers finissent par adhérer à plusieurs causes. Je ne sais pas si on peut parler d'intersectionnalité, mais on voit qu'ils sont solidaires avec, par exemple, la cause contre les violences faites aux femmes. Comment, selon toi, ces solidarités se sont faites? Okay, so of course it wasn't their first thought, They are workers, a lot of them are activists, anti-fascist activists, but when something like the Martina story happened to one of their comrades or one of their, the workers that they work every day, it became their matter, So intersectionality, I think it works well because it's something that maybe you don't expect, but it becomes something that you fight for at some point. And for me, it was a central issue because I think that if you want to talk about anti-militarization, anti-war movement, it's important to connect it to the to also the colonization of bodies, because lands and bodies are not to be conquered. And so for me, it was an important issue to put in the film also. And I struggled a lot during the editing to make sense of it. But
in the end, I hope it does in some ways. Yes. And so that's it. Ok. Une dernière question sur l'actualité. Donc, l'Italie fasciste vient d'entrer en guerre. Je ne vais pas être mesurée dans mes mots. Donc, notre présidente fasciste a autorisé les États-Unis à se servir des bases militaires qui sont sur notre sol, notamment dans le sud de l'Italie, en Sicile, pour des raisons évidentes de subalternité. Comment ce film, pour toi, résonne avec l'actualité? Est-ce qu'il est le début de quelque chose? Qu'est-ce que, selon toi, va se passer après? Comment tu vis en fait l'apothéose de l'Italie fasciste qu'on est en train d'expérimenter? I mean, I hope it can continue this struggle, but I know that it will, because I mean, one of them, Jose, also joined the flotilla movement last winter. So I mean that the focus has not shifted. I mean, I think it's more dangerous and more difficult to organize and to go into the streets and fight for these issues, because what you said is true. Actually, they are passing a lot of laws that enables like repression in Italy, but everywhere, I think. And so we hope for it to be, you know, not easy, because it's never been easy, but to be possible. Ok, vu qu'on a encore 4 minutes, je me permets de te remercier vraiment pour ce film, parce que depuis 2022, moi, je me sens très seule en France par rapport à ce qui se passe en Italie. Et donc, j'étais vraiment contente de te rencontrer, de rencontrer des militants et militantes italiennes qui, avec des films comme ça, créent des liens au sein d'un pays où c'est très décourageant. Et j'espère que, en tout cas, on pourra décentrer nos regards, y compris militants, de la France, de la Suisse, de l'Europe du Nord et centrale, pour aller voir ce qui se passe dans les périphéries de l'Europe et comment les populations locales, moi je connais la Sicile, mais ailleurs sans doute aussi, se sont organisées pour contribuer au désarmement, à l'aide aux flottilles. Voilà, je vous invite, je nous invite à décentrer les regards, y compris militants, pour aller voir. Et je trouve que ton film, il fait ça et sans spectacularisme, donc c'est vraiment chouette. Merci. Thank you. Et du coup, oui, tu peux. Je vais inviter donc. Du coup, j'avais invité sur scène Sarah Schulman et Adela Haenel pour la suite de la discussion. Alors, donc, je me présente vite fait. Donc, moi, je suis Constance Pina. Je suis journaliste et auteur. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le média Queer Manifesto 21. Et donc, je suis ce soir ici avec Adèle et Sarah. Alors, Sarah, figure majeure des luttes culturelles et politiques contemporaines, autrice, essayiste, activiste états-unienne, dont les ouvrages nous inspirent profondément, on peut le dire, et notamment autour des thématiques sur la justice sociale, les droits LGBTQIA+, les mobilisations transnationales et en défense du peuple palestinien. Donc à ses côtés, on a Adela Haenel, qui est l'une des comédiennes, actrices, activistes françaises les plus marquantes de notre génération.
grâce à des rôles forts qui nous ont inspirés et qui aujourd'hui poursuit son parcours avec Gisèle Vienne au théâtre et puis avec aussi des pièces à toi, des travaux plus personnels et bientôt écrivaine d'ailleurs aussi, je crois, tu vas sortir un livre. Ouais, ok. Et donc, Adèle s'est intéressée évidemment à la dénonciation des violences systémiques, des violences faites aux femmes et aux enfants. Et récemment, elle s'est engagée dans une mission à bord de la Global Sumud Flotilla, qui était une mission maritime humanitaire visant à briser le blocus de Gaza pour apporter de l'aide au peuple palestinien. Donc voilà. C'est bon? Merci. Ça va? Est-ce que tu as une feuille au cas où que tu ne sers pas? Non. C'est juste, je me dis si je prends des notes. Ouais, bah écoute, au pire, tu me la donnes après. Oui, ça Tu peux écrire derrière, c'est une facture. Merci. Parce que- Juste au cas où. Ouais, ouais. Merci. Voilà. C'est du papier recyclé. Pardon, merci. Non, t'inquiète. Du coup, on va commencer simple, juste définir ce qu'est pour vous la solidarité. Okay, I was instructed to speak in English, so I will. I think that we have this idea of solidarity that makes it impossible to do. My goal is to make solidarity more doable by stripping away ideas of heroism and perfection, which first of all don't exist anyway. But these are the things that stop us. If we can understand solidarity as a process of making mistakes, being self-critical, listening, and trying again, then it becomes something that we can all do. Adèle? C'est vraiment un grand mot, donc j'aurais peut-être du mal à donner une définition globale. Pour moi, ça revient à prendre ses responsabilités. Et je pense que solidarité, c'est pas un truc à sens unique en fait, c'est plus un échange de pratiques de résistance. Voilà. Et puis la constitution d'un tissu militant qui permette de faire voyager les savoirs de résistance et effectivement éventuellement des pratiques de soutien, que ce soit de l'hébergement financier ou quelles que soient les natures de soutien en fait. Yeah, because I think it's a concept that's always changing. Because when you think about the film that we just saw, right? This is like horizontal solidarity. You have the workers and there's the boss, and if the workers unite in solidarity, they can have power. But now, the boss is a global conglomerate, right? So sometimes this traditional concept of solidarity is not enough. And we need to reach out and make relationships with other kinds of people. So particularly in terms of Palestine, I think there's two other groups. There's bystanders, people who are not implicated, but they know that there is an injustice. And then you have conflicted perpetrators like myself, Jews and Americans who these crimes are being done in our name. And so we must stand up and say no. But these relationships, the people who are being oppressed, the bystanders, and the conflicted perpetrators, these are not equal relationships. These are not people in equal positions. And so the relationship has to be, by definition, fraught. And that's why we have to understand there are always going to be errors. I mean, I make mistakes every single day. It's the nature of the relationship at the base of the action. C'était justement la suite de ma question, Sarah. Dans ton dernier livre, tu décris la solidarité comme parfois un décalage de rapport de force entre les acteurs, donc un soutien qui est apporté par des personnes en position de pouvoir, voire des perpétrateurs, je sais pas, vers des victimes. Comment ce rapport de force peut-il se
muer en solidarité. Se transformer. To transform. How is that going to transform? Ouais, ouais. Aha, then Solidarity. How does it power work? relation transform into solidarity. well, I mean, this brings up a very important question, which is about being effective. You know, because we've all been to these demonstrations, right, where you march around in the rain, and then you go to hear the speakers, and it's still raining, and they're telling you something you already know, and you're saying, like, what is this going to do? Because one of the things in the left is that we do things and it doesn't work, and then we do it again exactly the same way. And we have to be much more conscious about being effective. So when you look historically at movements, now I'm a historian of the AIDS movement, and of course Adele was in BPM, right? Incredible, about ACTA Paris. So we both have spent a lot of time thinking about AIDS history. But these movements that are successful are because they link a demand that is winnable to the action. If you just are doing the action and you don't have a demand that's winnable, you will not go anywhere. But if you have a demand that's winnable and you link it to your action, you have a campaign. And then you have a purpose behind your action. It doesn't mean you're going to win tomorrow, right? But you're building an infrastructure for the future. So I think we really need to think about being effective where we're at. And since we're all at different places, right? Because people can only be where they're at, unfortunately. I wish everyone was exactly where I am at. And I've been in therapy for like 40 years trying to deal with that. But people can only be where they're at. So leadership is helping people be effective where they're at. And it's a different concept. It's not the old time, it's not the old school Communist Party concept where we all have to have the same analysis and we all have to have the same strategy. We can all have different analyses and we can all have different strategies, but we have to be effective. Adèle, est-ce que tu veux rebondir sur ça? Je sais pas, parce que moi, en fait, solidarité, peut-être, je sais pas, c'est pas forcément le mot que je vais employer, c'est plutôt résistance, en fait. Donc, je suis désolée, peut-être que je réponds pas directement à la question, mais pour moi, il y a plein de choses, c'est-à-dire ce que vient de dire Sarah, effectivement, sur avoir un agenda précis avec des points de levier, comme on peut le voir même avec la grève. Enfin, ça se sont constitués des rapports de force, en fait, et ça me semble absolument nécessaire. Et après, je me demande s'il n'y a pas aussi une résistance capillaire qui se fait peut-être sans agenda, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler des liens affectifs ou des liens d'amour, en fait, de simple fait de prendre soin ou quoi, qui crée un tissu social. Parce qu'en fait, on parle de solidarité, mais peut-être qu'il faudrait... Enfin, il y a un truc de l'ordre de la société... comment dire de la société dans le monde néolibéral ou capitaliste qui détruit en fait les liens. Donc pour moi ce serait cette question de ce que j'utilise que des grands mots, mais même le fascisme ou quoi, ça détruit les liens, ça détruit la sympathie, l'empathie qu'on peut avoir pour les autres, et du coup je trouve qu'il y a un travail d'affect aussi, de recoudre ces liens en fait dans le... Voilà, c'est ça que je pense, mais c'est pas exactement le même niveau, je pense. En tout cas, tu as anticipé ma question numéro 11. Donc, okay. Donc la conférence est finie. C'est vite terminé du coup là. Voilà, du coup c'est terminé. Non, en fait, non, ma question c'était exactement ça. C'est une chose qui me semble importante dans l'Europe ultralibérale macroniste ou l'Europe fasciste de Meloni. Ce sont quand même des gouvernements qui criminalisent, comme on l'a vu dans le film, la solidarité, et aussi avec les politiques néolibérales dans lesquelles on est prise, qui brisent, comme tu dis, les liens. Et comment on entretient du coup une communauté? Tu as parlé d'amour, d'amitié. Ouais, pardon, c'est un peu large quand je dis ça. Non, moi ça me parle de ouf. Donc franchement, vas-y. Vraiment, je voudrais savoir concrètement pour vous, comment on entretient une communauté, comment on crée des liens qui libèrent, pour faire référence à une maison d'édition française. Mais comment, selon vous, on peut réparer ces liens? Ouais, c'est quand même une question, c'est vaste, quoi, mais
Je sais pas. En fait, après moi, j'ai pas envie de dire c'est mon expérience à moi, mais je sais pas si on voit par exemple les cantines, enfin solidaires en Amérique du Sud. Et puis aussi je sais pas, c'est trop compliqué pour moi, trop vaste comme question. Peut-être des actions concrètes qu'on peut mener dans notre communauté tous les jours, dans voilà des gestes qui nous rapprochent les uns des autres. Dans ton livre, Sarah, tu citais cette personne qui est devenue incel parce que il se sentait exclu de la communauté. Et voilà, donc peut-être si tu veux réagir sur Des ça. choses concrètes, tu veux. Okay. I think one thing is, this is a good, well, let me say, we're living in fascist cataclysm, and I come from fascist America, but socialist New York. Thank God we have this great new mayor, right? But I mean, America is completely crazy right now. I mean, it is totally insane. It's 2 + 2 = 5. We're being lied to all the time. As I was telling my friends earlier, the government is coming into museums and removing exhibits because they think there's too much discussion of slavery. It's about white men who think they're being discriminated against. I mean, it's crazy. Okay, it's crazy land. But politically, when you analyze it, it means every single milieu is being attacked. Every group of people is under attack. So when you're trying to build a movement, you have to understand that people are going to be different and have a different experience of what is happening. And so it's a time when you need radical democracy, which to me means the acceptance of difference with a bottom line. And everyone has their different bottom line. But only this Big Ten politic is the only thing that's going to be able to help us build relationships with each other. Even if you take, for example, like the Catholic Church, one of my personal enemies, right? But now we have this new pope, okay, and he hates gay people and he hates women and all of this, but he's really good on immigration. And so in Chicago, priests are standing up and fighting against ICE and getting arrested. So I'm like, okay, I can stand with them on this. Then when we disagree, I have to walk away. But this idea of purity politics, where you can only be with people who agree with you on everything, it's over. Forget about that. This is not that kind of moment. So the potential community is everybody. And if you can be flexible. It's almost like asking us to grow up and accept difference so that we can be strong together. J'ai toujours l'impression d'être un peu off-beat comme ça, mais oui. Vas-y. Non, je sais. Je sais pas. Après, moi, je peux parler de mon expérience personnelle. Ce sera peut-être plus simple que directement parler de généralité ou quoi. Moi, je suis interprète, comme tu l'as dit. Je fais aussi de la mise en scène. Pour moi, il y a un travail artistique aussi. Je sais pas, à produire de la lisibilité en fait sur ce qui est en train de se passer sur les conflits et sur les rapports de force. Et je dirais, voilà, avant de parler de solidarité, c'est peut-être de comprendre aussi quels sont les mécanismes qui diffractent la population, qu'est-ce qui crée un nous, qu'est-ce qui crée un eux, quels sont ces mécanismes-là, en fait, donc d'essayer de les comprendre et de remonter à rebours de l'embrouille, en fait, tout simplement. Oui, et oui. Merci beaucoup. C'est vraiment une question centrale de l'œuvre de Sarah aussi, qui dialogue bien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la connivence, le fait de ne pas agir lorsqu'il y a une situation d'injustice. Dans ton œuvre, Sarah, tu parles beaucoup du fait que le premier acte de solidarité, c'est justement d'assumer sa responsabilité et d'intervenir quand on voit des personnes en danger, mises en danger. Et voilà, si tu veux développer sur cet aspect de la connivence que tu développes notamment dans les liens qui empêchent, donc quand un groupe se soude contre quelqu'un, et voilà, le devoir d'intervenir peut-être. Well, there's so many scapegoats to choose from, right, in this moment. I mean, my government has deported tens and tens of thousands of people. We don't even know how many or where. All the numbers that are coming from the government are false, right? They've fired thousands and thousands and thousands of people.
There's new laws against trans people everywhere. There's laws that you can't, any law that existed to fight racism is now illegal. So, I mean, it's just, it's a total breakdown. But so I'm trying to think of kind of concrete things to share with you. One thing is, I think this is a great time to join pre-existing organizations. And you don't have to agree with everything that they say and do, you know, because it's just about building the infrastructure of human relationships. And if you hate everybody and you can't join any organization, then get together with 2 people and read the newspaper once a week, you know, because we're lonely. We've all been online stupidly, and we had COVID, and people need to be together. And we need to have the intimacy of time together to find out how each other is feeling and to come up with brilliant ideas together. So anything that helps build that kind of infrastructure will build community, because that's the special gift you get about when you become an activist, right? You get all these great relationships that last forever. I mean, people who were in ACT UP together, okay, now we're in our 70s and 80s, but we're still yelling at each other, actually. But you're bonded forever, even if you hate them. When you see them, you love them because you made the world better together. And this is the personal enrichment of working with other people. Adèle, toi aussi, dans le milieu culturel, dans le milieu du cinéma, tu as brisé des silences. Tu t'es opposé en quelque sorte pas en quelque sorte, tu t'es carrément opposé à un système où il y avait beaucoup de connivence. Est-ce que tu veux nous parler un peu, sans entrer si tu n'as pas envie dans ton expérience personnelle, mais en tout cas de la responsabilité du soutien que tu as pu recevoir ou pas, et de qu'est-ce que ça implique de briser le silence? En fait, je peux pas parler des choses de manière extérieure parce que moi, c'est comme si c'est ma vie en fait. J'avais pas le choix dans le sens de. Donc, pardon, je dois l'expliquer quand même. C'est-à-dire, moi, je me suis impliquée dans le mouvement qui s'appelle MeToo, du coup, en France. Et en fait, c'est juste que ça devient insupportable d'un point de vue personnel, en fait, de vivre sous ce silence et toutes ces conséquences dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Tu dis briser le silence, moi, j'ai pas envie de me dire... pour moi, je fais partie d'une ligne, en fait. Il y a des gens avant moi qui ont rendu ma parole possible et j'ai juste fait mon action sur cette ligne-là, en fait. C'est pour ça, moi, sur mon parcours par rapport à la solidarité, je dirais c'est que la première chose, c'est que j'ai arrêté, moi, de collaborer contre moi-même à ce système qui m'étouffait, quoi, le système donc basé sur le patriarcal, basé sur les violences sexuelles, notamment les violences sexuelles sur les enfants. Et en fait, en sortant du déni et de tout ce que ça implique, en fait, comment dire, ta propre structure familiale repose sur le déni. Les gens qui sont le plus proches de toi, ça repose sur le déni. T'as ton lien avec eux, ça repose sur le déni. En fait, une fois que ça s'effondre, ce déni qui, jusqu'à présent, c'était insupportable pour moi de voir parce que c'était trop dur, bah, ça devient, tout d'un coup, tu peux faire le tour de ton déni et tu dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une partie du déni? C'est parce que c'est plus confortable de pas voir. Et en fait, quand tu commences à refuser de te faire toi-même déshumaniser, bah, tu vois pas pourquoi tu le laisserais, enfin, comment dire, tu continues le travail, en fait, dans le fait de refuser toute forme de déshumanisation, quelles que soient de chosification, il faudrait plus dire, d'ailleurs, quels que soient les motifs avancés, en fait. Et c'est comme ça que, pour moi, la solidarité est venue dans ma vie. C'est pas que j'ai voulu aider les autres, c'est que je voyais pas d'autre manière de vivre, en fait. C'est-à-dire que moi, en vrai, j'ai été jetée en avant parce que j'allais dans le silence dans lequel j'étais ou quoi, j'ai l'impression que j'allais mourir, en fait. Mais j'ai pas envie de mettre genre le truc à ce niveau de drama, mais c'est juste pour dire que mon moteur, à la base, il est pas intellectuel. Il est genre, c'est un moteur de genre, il faut que je vive. Et du coup, j'essaie de faire en sorte de sortir moi d'un système de silence
Et en cela, après, sur le chemin, j'ai rencontré des camarades, en fait, qui m'ont ouvert les yeux sur d'autres types de silence, en fait. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la solidarité, c'est une expérience qui s'est faite aussi par les liens. C'est pour ça que je parlais d'amour. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu genre hors sol. Mais en fait, moi, si j'en suis arrivée à m'éduquer sur des questions, notamment même sur la Palestine, sur l'ordre colonial, sur l'apartheid mondial, sur la question des grèves et tout, mais c'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont éduquée et que j'ai rejoint leur lutte, en fait. Donc, pour moi, c'est une pratique de vie, en fait, la solidarité et la résistance. But you know, Adele, you are so rare. I mean, there's so few people who speak out against the monster of the culture machine. I mean, especially people at your level of talent. I mean, I respect you so much for what you're doing. And it's so necessary, you know, because we're always being told, oh, this book is so great. And then you go and read it and it's terrible. You know, this movie is so brilliant and you go to see it and it has terrible values, right? And it's like everyone's pretending that bad culture is good. And now we know it undermines democracy. And the fact that you speak out against that is so inspiring, and I really appreciate it. Merci, merci beaucoup. Je voulais juste dire, mais du coup là je pars en live, c'est plus du tout le sujet, mais c'est juste, je me dis par rapport à moi aussi la question de la résistance, parce que je suis désolée en fait, j'amène ça sur ce sujet-là et je pense que ça fait partie en fait de Bien sûr, la chose. bien sûr. Franchement, on est en discussion. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est ce que je peux parler de mon expérience et après chaque personne de savoir si c'est transposable ou pas dans votre existence. C'est pas moi qui vais le dire, mais en gros, ce qui m'a étonnée, c'est le niveau d'agentivité que j'avais en fait. C'est-à-dire qu'en vrai, j'avais peur au début quand j'ai pris la parole. J'ai cru j'allais, j'avais vraiment l'impression, j'ai cru j'allais exploser quoi. Quand la première fois, t'arrives en live et on te dit bon alors, et tu parles des agressions sexuelles. C'est comme il y a un avant, un après. Enfin, je sais pas, c'est terminé, en fait. Mais c'est pas le cas. Et en fait, après, j'ai commencé à prendre goût à cette sensation d'alignement, en fait. Et c'est pour ça que, après, dans mon parcours, parce que moi, du coup, j'ai parlé donc de la question des violences sexuelles à la première personne. Après, j'ai aussi j'ai eu un deuxième moment dans le sens où, quand il y a eu la cérémonie des Césars, où je suis partie. Mais en fait, c'est juste un geste. C'est pas grand-chose. C'est rien. Mais en fait, on y prend goût à la droiture. Et en vrai, de près, je sais pas, il y a un truc où c'est comme si tous ces gens qui étaient hyper puissants dans l'ombre, je sais pas comment dire, dans un truc en fait, tout d'un coup, quand on les confronte, ils ont un corps, en fait. Et les mains par lesquelles ils m'attrapent, moi aussi, je peux les attraper par là où ils m'attrapent, en fait. Merci. Franchement, merci beaucoup. Et ça que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'on essaie de dire, là où on se rejoint, je pense, c'est qu'en fait, on fait un essai de faire un speech où on n'est pas juste en train de dire « Ah, notre savoir, c'est ça ». En fait, on est en train de dire « Là, c'est maintenant, le fascisme, c'est maintenant, en fait ». Donc, quel est notre niveau d'agentivité ? Sarah va dire « Organisez-vous, allez, rejoignez 4 personnes et dites-vous, vous, votre protection, c'est la question de l'eau, par exemple ». Moi aussi, c'est pareil, en fait. Je dis, en fait, il y a un endroit de puissance qui se découvre dans le militantisme. Je suis désolée, parce que je donne pas de leçons. Je pense qu'il y a plein de personnes qui en font déjà l'expérience. Mais c'est cette contagion du courage, en fait, qu'on peut voir même dans des manifestations, qu'on a pu voir dans des démonstrations même en Iran, ou partout, en fait. Cette contagion qui nous rend tellement puissants en tant que corps collectif, en fait. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, en fait. On n'est pas là pour parler de ce qu'on a fait, on est là pour faire ce qu'on va faire après, là, tous ensemble. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, je précise que quand on parle d'amour, de soins, en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup de personnes ici, dont Sarah, c'est pas du tout des notions abstraites. Enfin, pour moi, c'est des notions déjà sur lesquelles moi personnellement je travaille depuis vraiment longtemps et on m'a reproché souvent de m'intéresser à ces questions parce que trop abstraites. Donc franchement, je comprends vraiment l'importance de ces mots. Et je te remercie pour ce que tu viens de dire sur l'agentivité qu'on peut déployer et le courage qu'on peut trouver en soi de parler. Donc ça. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait,
on parle, enfin, après encore une fois, ça dépend des situations des personnes, mais moi, je suis toujours un peu aux prises en train de dire, ah, mais vous avez payé cher votre engagement. Ben, c'est vrai, j'ai payé, entre guillemets, payé cher, parce que ça veut dire dans mon cas, mais en gros, le manque à gagner, il est que genre, voilà, j'ai dit stop à cette carrière, tout ce que ça implique en termes d'argent, etc. Mais en fait, c'est tellement immense qu'on gagne en droiture. Ça a rien à voir. C'est-à-dire, moi, à la fin de ma vie, je me dis juste, j'ai vécu ma vie, en fait. Je me suis pas juste tue dans les moments où il fallait opportunément pour ma carrière me taire, en fait. Et ça rend tellement fière de vivre, en fait. Ça donne tellement de force, en fait. Sarah, je voulais aller du coup sur l'enjeu qui vous unit aussi, qui nous unit tous, qui est l'enjeu de la lutte pour la Palestine. Pourquoi, selon toi, selon vous, ce mouvement est si queer aujourd'hui? Why is the Palestine movement so queer? Is that the question? I have many thoughts about that. Okay. Yeah, me too. Yeah, I know. Well, one thing is that I have this new book. It's coming out in France in September about solidarity, and I have a chapter on Jean Genet in Palestine. And Jean Genet was like the first queer activist, openly queer activist for Palestine. I mean, everyone knew that he was gay, and his friendship was very much appreciated. And what's interesting, and I noticed when I first came into that movement 16 years ago, is that they welcomed everybody. I mean, it was incredible. I had been told, you're always being put in your place, right, in your own society, and then they didn't care. And so many queer people and trans people also were welcomed into that movement. So that's one thing. Another thing is that some of the key organizations in the United States that are Palestine solidarity organizations were started by gay people, like Jewish Voice for Peace, which I'm in now, is a 30-year-old organization that was started by mostly lesbians and a couple of straight women 30 years ago. We now have 35,000 members. This is an anti-Zionist Jewish organization that supports the boycott of Israel. It's quite amazing. So from the beginning, you have gay people everywhere, gay people being welcomed into the Palestine Solidarity movement. I mean, when I was the faculty advisor to Students for Justice in Palestine, and the group that I worked with was religious Muslim women, they asked me to be their advisor. They didn't care that I was Jewish and lesbian. They didn't care. It was about, what are your politics? What is your freedom vision? So that's why. Because if you actually welcome people into your movement, they will come and they will stay. I mean, and that's the proof. Moi, je prendrais la chose d'un autre point de vue, en fait. Je parlerais pas tant des queers que des hétéros. Et en fait, l'hétérosexualité, c'est un système politique, en fait, de naturalisation, de construction de la binarité de genre, de sa naturalisation, et puis de sa structure. Donc, je sais pas, c'est un système politique, en fait, qui a aussi sa propre manière de produire une forme, d'hégémonie, c'est-à-dire, en fait, de langage embrouillant au sens de maintenir son système. De faire comme si c'était un système qui était naturel, alors qu'en fait c'est un système qui est construit dans le but d'organiser en fait l'extraction de richesse d'un groupe sur un autre, si on veut. En ce sens, c'est pas tant que je pense que le fait d'être dans une hétérosexualité politique entrave la pensée pour la justice. Voilà. Also, I just made an error. Remember I said you make mistakes every day? Well, you just witnessed my mistakes, so let me correct myself. The other huge element is the queer Arab movement, the rise of the queer Palestinian movement. In 2011, I organized a U.S. tour for 3 leaders of the queer Palestinian movement who came to America and went and made a tour of 7 cities. And we're seeing queer Arab movements everywhere. And in Lebanon, there are queer, before this current Israeli crushing of Lebanon that we're watching now. I'm talking before. But because the queer Arab world has evolved in its own way in the diaspora and at home,
that has also made it so much more possible for gay people to be in the solidarity side of the movement. Tu veux rebondir? Ouais, merci pour le commentaire. Mais c'est aussi parce que, enfin, effectivement, les communautés lesbiennes, en l'occurrence, après, moi, je parle d'un territoire situé. J'habite à Paris, je milite en premier lieu à Paris. C'est des communautés d'éducation, en fait, où on justement, il y a des conflits, les questions sont soulevées et du coup, on s'éduque. Donc, je pense qu'il y a aussi cette dynamique collective de la communauté qui amène à peut-être se politiser plus en lutte contre le système colonial, en fait. Oui. La colonialité en général. Oui. Oui, c'est comme s'il y avait un continuum de stratégies qui sont transmises d'une lutte à l'autre. Donc c'est ça, mais c'est même un contexte de discussion, de confrontation, de réflexion. En fait, le milieu dans lequel on est qui nous amène à nous questionner. Enfin là, moi, j'étais à la marche du 8 mars et du 7 à Paris. Et en fait, il y avait aussi des mouvements qui sont des mouvements, en fait, de fémonationalisme, quoi. Ça a été la marche, elle a été coupée en deux, en fait. On a le mouvement féministe de manière générale, la grande partie du mouvement féministe a refusé la présence, en fait, des mouvements fémonationalistes et du sionisme. Pardon. T'inquiète, je continue ou tu... Ok, comme tu veux, tu me dis quand ça te revient. On a parlé de communautés queer, de communautés transféministes. Une question qui, à mon avis, on s'est posé un peu tous dans nos expériences militantes, c'est la question de la gestion du conflit au sein d'un même mouvement. Il y a aussi plusieurs livres qui sont sortis ou des ouvrages ou des prises de parole sur le burn-out militant ou sur comment résoudre le conflit en milieu militant. Et je voulais un peu savoir comment pensez-vous que le conflit en milieu militant pouvait nous enrichir et comment le gérer, comment il peut nous aider aussi à porter des mouvements plus grands que nous. I think we've surpassed that moment. I think, yes, because, I did write a book about conflict, and I personally love conflict. I'm very aggressive myself. But it's not just about the left now. It's every community is being attacked. And we have to learn to live with difference. This is our biggest challenge. We're so stuck in white supremacy and in what you're calling the colonial perspective that, we've mimicked this in all these parts of our lives, that people who see things differently, we condemn. And that's not going to work. It's too big now. We have the coming together of the oligarchs and the fascists. They have joined together. And they are in power. So it really doesn't matter what your analysis is at this point, I think. It's try to build relationships and look at concrete things you can do. Like, for example, when I was on a jury here in this festival, I was invited, and the first thing I wanted to find out was, does this festival show films that take Israeli state money? No, it does not. And I'm here now for that reason. But if the answer was yes, I wouldn't be here. So it's just like every step you take, every relationship that you build, in that moment, you have to do what you think you can do that's the most effective. Because I just want to say, my big thing that I want to say is the only thing you can control is your integrity. That's it. So don't give it away. J'ai envie d'aborder la question un peu différemment, au sens où, sur la question de la gestion des conflits et tout, je suis pas forcément une experte
Je me qualifierais pas d'expert en tout cas. Mais en revanche, je trouve que c'est intéressant de se dire dans le milieu militant que c'est plutôt quelles sont les structures de conflictualité en fait, et de comprendre les positionnements situés des différentes personnes. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, le conflit flotte pas dans l'air parce que, enfin, il y a éventuellement parce qu'on est ce jour-là on est mal luné ou quoi, mais c'est aussi ça suit des lignes de domination qui sont potentiellement invisibilisées, et en ce sens je trouve que c'est extrêmement sain dans les milieux militants qu'il y ait du conflit, parce que oui en fait on est aveugle à sa propre domination souvent en fait, on se rend pas compte qu'on reproduit et tout, donc pour moi ce conflit, après voilà on parle de deux choses presque différentes là, mais c'est l'éducation en fait, c'est l'éducation à ses propres limites, à son point de vue situé, et je trouve ça important en fait. Et pour moi, il y a un grand mouvement là face à, justement, on en parlait sur le film de Raoul Peck qui s'appelle, que je vous invite évidemment à voir, qui s'appelle Orwell 2+2=5. Vraiment extrêmement bon film. Et en fait, il parle de la manière dont en fait le néolibéralisme invente une nouvelle langue en fait dont le but est de produire des concepts qui rendent le monde incompréhensible. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a un travail militant d'artistes militants et activistes militants de manière générale qui est rendre le monde compréhensible. Et rendre le monde compréhensible, c'est aussi faire émerger à la surface des conflits qui ont été recouverts par une couche de narratifs mensongers, hégémoniques, dans le but de maintenir un système oppressif et de le faire passer pour la nature ou pour le bien de tout le monde. Donc moi, personnellement, je suis plus pour qu'on amène les conflits à la surface. Je trouve ça plus sain pour ensuite pouvoir... Ça ne veut pas dire qu'après, on ne doit pas gérer ces choses-là. Mais le premier mouvement, c'est le mouvement de clarté, en fait. Le mouvement de clarification. L'histoire avance par conflit. Merci beaucoup. C'est pas mon rôle ce soir, mais je souscris à ce que tu dis. Et oui, pardon. Non, je voulais juste te dire aussi, on a toujours la sensation qu'on est en train de perdre. Et c'est vrai que là, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit un triomphe pour notre camp politique. Mais je veux dire, en fait, on ne sait pas ce que ça aurait pu être si on n'avait pas lutté, en fait. Enfin, je veux dire, on est dans ce futur qui a été créé par nos propres luttes. Et comme on n'a pas atteint l'objectif qui était effectivement la fin du capitalisme, du patriarcat et de tout le système colonial mondial, bon, on a l'impression que ça servait à rien. Mais on n'en sait rien, en fait. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vraiment gagné, hein. Et ils n'ont toujours pas gagné. Et ce narratif qui consiste à dire qu'ils ont gagné, c'est de l'usure mentale aussi, hein. Donc faut essayer de retrouver son agentivité. C'est en ça que je trouve que c'est super d'avoir un pragmatisme militant, activiste. Et quand tu parlais de la fatigue militante, c'est hyper important aussi de savoir en fait d'avoir un pragmatisme qui lie la gestion de ta propre fatigue dans l'activisme. Voilà. Sarah, est-ce que tu veux rebondir? Ok, on a encore 5 minutes. Du coup, je me permets encore une question pour Sarah et Adèle. Et c'est ça, hein. Je suis pas en train de... Ouais, ok. Vous me dites. Ah, ok, Robin me fait signe que c'est ok. Donc, on a l'impression d'assister à un backlash de toutes nos luttes qu'on a portées ces dernières années. Donc, parfois, on peut se poser la question, comme tu l'as évoqué, Adèle, sommes-nous en train d'échouer? Est-ce que nos luttes ont échoué? Ou est-ce que plutôt ce backlash est aussi le synonyme, justement, aussi le symptôme que ces luttes sont en train de réussir à des endroits? Qu'en fait, elles ont percé des problèmes qu'elles ont, voilà. Comment vous vivez ce moment? You want to say that because we were winning, that's why they're crushing us? Not exactly, but in a way, est-ce que c'est pas normal qu'il y ait un backlash? Est-ce que dans ton expérience, par exemple, sur les luttes que tu as menées avant, est-ce qu'il y a un moment de backlash où en fait après on connaît une nouvelle I just think people are never going to go back. You think queer people are going to go back in the closet? Or, I mean, it's just not going to happen. Like in the United States now, half the women of the United States lost the right to abortion, right? It's insane. But, so many people are fighting against this. Like now we have what's called non-medical abortion pill,
which is so much easier to get, and you can get it through the mail. And people are trying to figure out how to help people travel so that if you're from Texas and you need an abortion, people from New York are giving money to funds so they can get you on a plane so you can get to New York, so you can get it's like people are smart. We're smart. And people have integrity, and they're trying to go like this right now. But the mentality that we've gained is not going to disappear. Like, because you think that black people are going to say, okay, we don't have to talk about slavery anymore, the economic basis of the U.S. economy, because Donald Trump doesn't want to? No, they're not. So, there's a lot of pain and there's a lot of cruelty right now. There's brutality. We literally have these idiots, ICE, on the streets of our city arresting people, and you can see it when you're walking around. I mean, it's unreal. But people aren't just saying, okay. They're not. We don't have the power now, but maybe you saw in Minneapolis, 30,000 nice white people, normal American citizens, went out there because they were like, no. So, I just don't think that people are going to shut up or give up. I really don't. Ma question, c'est est-ce que la radicalisation de l'extrême droite est ainsi... Genre, est-ce que c'est de notre faute s'ils sont devenus des fachos, quoi? Non. Ah bon, ils étaient grave queer. Non, On allait trop loin, quoi. Ça me rappelle des meufs qui ont mal prié. Mais... Non, je pense que, en fait, le fait est que, après, c'est ma manière de penser, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que, en fait, ce qui s'est passé, déjà, moi, j'appellerais pas ça backlash, j'appellerais ça offensive fasciste globalisée. Je pense que la violence et la cruauté a toujours été au cœur du projet, sauf qu'en fait, elle était invisibilisée dans une forme de norme, de normalisation, en fait. Et ce qui se passe dans la lutte, c'est qu'à partir du moment où, en fait, les personnes qui sont opprimées, entrent où la lutte devient effective, la répression devient nécessaire, en fait, de l'autre côté. Mais c'est pas nous qui avons inventé... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas à ce moment-là que la violence a été inventée, en fait, elle est devenue manifeste à ce moment-là. Oui, c'était vraiment cette question-là oui, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, c'est est-ce que l'offensive fasciste, est en train de devenir encore plus radicale, mais que du coup, c'est aussi un synonyme du fait que nos luttes ont été efficaces à des endroits, quoi. Par exemple, en Italie, avec celle qu'on appelle la désobéissance civile, le gouvernement Meloni est en train de renforcer les lois pour réprimer la population. Donc, voilà, il y a des luttes qui avancent, des répressions qui avancent aussi, mais comme vous disiez, en fait, ces acquis ne vont pas forcément reculer, en gros. C'est un peu ce que je voulais voir avec vous, quoi. Ouais. J'espère pas. Enfin, faut se battre, quoi, pour pas que ça recule. Enfin, c'est juste pas écrit, en fait. Ils ont pas gagné. Là, on a vraiment un moment de dépression et qui nous pousse à l'inaction. Mais ça fait partie de la lutte. C'est un outil de lutte de nous dire que c'est fini, en fait, que ça sert à rien. C'est un outil de domestication, en fait. Donc c'est sûr que c'est difficile de s'y arracher quand on est dans le constat de tout ce qu'on voit, la cruauté qu'on voit se manifester, presque être revendiqué aujourd'hui, enfin même pas presque, être revendiqué aujourd'hui comme un art de vivre, en fait. C'est dur de s'arracher et de se dire, en fait, ça fait partie du narratif pour nous rendre gouvernables, en fait. Et qu'effectivement, face à ça, il y a les grandes idées et puis il y a le pragmatisme, en fait. Combien j'ai de temps dans ma vie? Quel temps je peux allouer à quoi? Et comment, de ce temps-là, je décide de mener une lutte qui est peut-être potentiellement déjà perdue d'avance, mais peut-être pas, en fait, et probablement pas, avec 3 personnes que j'ai rencontrées. C'est comme ça, en fait. Enfin, je veux dire, la résistance, ça passe par là. C'est pas juste... Sarah parle de l'anti-héroïsme. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un tissu qui résiste. C'est pas une personne. C'est Hollywood qui a inventé, genre, une personne qui résiste. Eh oui. It's interesting because, earlier I was talking about how, banal culture
undermines democracy, right? And the thing that moves us forward is counterculture. When people create their own aesthetics from the margins. And what's so interesting is watching what's happening on American campuses, I don't know about here, but students are being expelled and having their diplomas taken away because they support Palestine. So what they're doing is they're creating these people who are they're becoming alienated in relationship to these institutions of power and hierarchy. And that's a good thing, right? Because that produces the leaders of the future, and it helps them think for themselves. So we're the backlash, hopefully. Mais j'ai envie de rebondir sur un truc très précis, comment dire ça, c'est juste par rapport à la manière dont juste un exemple pour dire, en fait, ça se passe pas qu'aux États-Unis, ce type de répression, je veux dire, tout le monde l'a capté, mais quand même. C'est-à-dire que là, je sais que, genre, aux Beaux-Arts de Paris, par exemple, il y a un étudiant qui va passer, genre, en conseil de discipline, parce qu'il a fait parce qu'il y a eu un drapeau palestinien qui a été dessiné, en fait. Ou alors qu'ils ont fait une piñata avec une voiture de police. Et du coup, c'est genre, non, c'est pas possible, on peut pas faire ce genre d'art. Mais ça va pas la tête ou quoi? Non, mais je veux dire, en fait, là, on a envie de rire tellement c'est pathétique. Mais c'est ce qui se passe, en fait. Et c'est effectivement le fascisme en cours dans les écoles d'art. Enfin, je prends cet exemple parce qu'il est, pour moi, il a un côté un peu absurde et en même temps, il indique quand même la gravité de la situation, quoi, au niveau de la répression. Oui, ainsi que les descentes de flics dans les librairies. Etc. Ah, Violette & Co. Oui, voilà. Violette & Co, qui est la seule librairie lesbienne, enfin la seule, pardon, désolée, mais une des seules librairies lesbiennes de Paris, officiellement lesbienne de Paris, qui parce elles avaient un livre de coloriage dans la vitrine, ont une descente de flics qui sont venus saisir les cartons, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça le niveau, en fait, de répression d'État en France, c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Peut-être qu'il faut qu'on passe aux questions du public. Moi, je ne vous vois pas très bien. Oh, je crois qu'on a... Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions? Also, il y a des micros qui disagreements circulent. are welcome, right? Yes, Yeah. of course. Right. Je crois qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Je sais que c'est un peu impressionnant de prendre la parole, mais voilà. Enfin, c'est plus le dispositif qui est impressionnant, mais n'hésitez pas. Oui. Bonjour, une question en fait pour Mme Schumann. Je voudrais, en français, je suis désolée, est-ce que vous pouvez très succinctement en fait nous donner votre vision de l'évolution justement du militantisme de votre génération, sans vous vexer? Okay. So this is why I love my new mayor, Mamdani, in New York, because this is the vision. People did not vote to go back to the dysfunctional, unjust world that existed before Trump. They did not panic to vote for the boring, banal, destructive center of the Democratic Party. They voted for a future vision of the world they wanted to live in. They voted for a candidate who said, I'm going to give you free childcare. New York City is not going to do business with Israel. All these types of things, and he's done it in 2 months. In 10 days, he started free childcare. He broke all economic relationships, investments from New York to Israel. He gave out thousands of free theater tickets, and he's building free public bathrooms. He's only been mayor for 3 months. This was the image of people are thinking of, what do we really want? Because one of the advantages of a moment like this is you can finally say, what kind of world do I really want to live in? What kind of society do I really want? Let's say that and work towards that. So c'est ça mon réponse. En termes de militantisme dans votre pays? Comment? She's asking if she wants you to make a historical stuff about
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais née en 58. Non, I know. Je ne sais pas. On pense à l'avenir. Il y a une question là. Oui, bonsoir. Je vais parler en français. J'ai une question qui n'est pas évidente parce que le sujet tourne beaucoup autour de ce que vivent les minorités. Et donc, si on prend la question homosexuelle, on voit qu'Israël, par exemple, se glorifie de défendre les homosexuels alors que les barbares qui habitent à côté dans les pays frontaliers les tueraient. Je résume, mais je pense que c'est un peu la philosophie, malheureusement, de beaucoup de gens qui sont au pouvoir en Israël. Donc, comment on répond à ça? Première question. Deuxième question, autre cas de figure. C'est difficile, je ne dis pas que j'ai la réponse. Le Sénégal, pays qui a été victime de la colonisation, très longtemps, jusqu'à il y a peu, par la France, et qui a réussi, depuis on va dire récemment, à se libérer en partie de cette colonisation. Il y a toujours le franc CFA, etc., mais ils ont chassé les militaires français, il y a des bases, etc., ils ont remis en cause des accords, donc très bien. Ils ont pris la décision à l'Assemblée récemment, sénégalaise, de pénaliser l'homosexualité, non pas de 1 à 5 ans de prison, mais maintenant de 5 à 10 ans de prison. Donc, question simple, réponse j'imagine difficile, en tout cas pour moi elle l'est, c'est comment on arrive à être solidaire de la lutte anticoloniale, qui semble évidente, tout en dénonçant ce qui, dans un autre domaine, est une atteinte à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la solidarité entre les gens. No, I know what you're doing, man. Okay. Thank you. Yeah, you're doing the 2 + 2 = 5 thing. Okay, you know, put on your. So let's start with Israel. We have a concept called pink washing. And pink washing is when people say, well, you know, there's gay life in Tel Aviv, so Israel is a modern progressive country. And they whitewash the crimes against Palestinians. We call it pink washing because they use the hard-won gains of gay people to make invisible the war crimes that they're committing. But we're too smart for that, us queers here. So we don't play that game. And believe me, I come from a homophobic Jewish family. So I don't need them to tell me that, oh, those people over there are homophobes and we colonials are so great for queer people. That is not the way it plays out. Now, the rise of homophobia that you're talking about is heavily funded by right-wing Christian movements in the United States. They have been sending people all over the world to spread the gospel of homophobia. So the fact that it's effective is not shocking. But we have to know what our values are and what we believe in, right? And we believe in self-determination for each person. And you don't throw that out the window because somebody somewhere has an anti-gay position. That's not what defines your entire worldview. You know, in the United States right now, in Florida, they took every gay book out of the library. You cannot get a gay book in the library. Do I think that they should be bombed and killed in Florida because they took gay books out of the library? No, we have to go back down there and put the books back in. That's it. Est-ce qu'il y a encore une question? Je vous vois. Ah, ok, là-bas. Oui. Merci beaucoup pour le micro. Bonjour et merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant. Et j'ai une question, c'est par rapport à la peur. J'ai l'impression qu'en ce moment, tous ces mouvements fascistes et ces gouvernements et les médias
sont dans un processus de vouloir faire peur. Parce qu'effectivement, comme disait avant Adèle Haenel, on est en train de se battre et il faut qu'ils se défendent. Ils nous attaquent. Mais une des attaques qu'ils ont trouvées, c'est d'essayer de répondre à la peur. Et je pense qu'aujourd'hui, cette peur est dangereuse pour nos mouvements parce qu'un certain nombre de gens, je prends l'exemple suite aux attaques et au renversement entre fascisme et antifascisme qui a eu lieu en France suite à la mort de ce monsieur qui s'appelle Quentin, des gens ont peur de manifester. Et donc, quelle est pour vous l'importance de construire ces luttes collectives et comment combattre la peur qui commence à se répandre? Je pense que tout le monde... Enfin, déjà, il y a une réalité de la violence d'État, une réalité de la violence des fascistes et une réalité du fait que tous les corps ne sont pas aussi fragiles ni aussi soumis à la violence d'État et la violence des fascistes. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Parce que quand on parle de peur, c'est comme si on homogénéise, en fait. Mais les conséquences ne sont pas homogènes en fonction des différents corps et de leur signification politique. Voilà, c'était quand même une chose, je pense, qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, par exemple, en tant que... Je sais pas, je me dis, bah, il y a des... Après, ça peut se répondre, on peut répondre de plein de manières, mais en tant que technique de manifestation, on peut dire, bah, en fait, par exemple, si moi, je suis dans une situation où, en fait, de par ma couleur de peau, de par mon statut social, je suis moins fragile. Donc, en fait, je peux quand même me mettre plus devant. Et des personnes qui vont être, pour X raisons, minorisées ou fragilisées, peuvent se mettre derrière. En fait, c'est juste pour dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas une homogénéité de la peur, je pense. Et cette peur, elle est aussi logique, dans le sens où elle est aussi... c'est pas un produit qu'on sécrète tout seul. En fait, cette violence, elle est effective. Quand on voit la manière dont l'État français a géré la question... Enfin, parce que, pardon, j'ai parlé des Beaux-Arts, mais ça semble un épiphénomène par rapport au niveau de violence qui a été déployé en France contre les manifestations de soutien à la Palestine. C'est du délire, en fait. C'est du délire. Le niveau de violence policière, de violence judiciaire qui a été mis en œuvre, en fait, pour silencier. Donc, je veux dire, cette peur ne vient pas de nulle part. Et après, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est dans l'action elle-même. Si moi, je devais donner une réponse, j'ai l'impression que c'est dans l'action elle-même, dans l'action politique elle-même, qu'on apprend à gérer cette question de la peur. On va pas la envoyer balader, c'est pas possible, en fait. Dans certaines situations, tu peux te sentir pousser des ailes et ça va te sembler plus lointain et des fois ça va revenir, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est dans l'action politique, en apprenant à désobéir, en se forçant à désobéir quotidiennement, en fait, qu'on s'éduque au courage, quoi. You know, also, I mean, I'm more afraid of what's going to happen if we do nothing. C'est la version rationnelle. Moi, si je peux ajouter quelque chose, en tout cas, c'est que cette question de la peur, je la vois très présente quand même dans le camp d'extrême droite. Je pense que quand on vote extrême droite, il y a une composante émotionnelle de peur et que je suis toujours très admiratif de voir à quel point mes adelphes queer, handicapés, qui, voilà, tout ça, quoi, n'ont pas peur et souvent... en tout cas, savent transformer cette peur en un tissu relationnel. Et face à la peur, j'ai l'impression qu'on essaye de faire communauté. Et c'est pour ça que l'État français parle de communautarisme, parce qu'il a très bien compris que faire communauté est dangereux. Donc voilà. Mais moi, je constate quand même, et en lisant les livres de Sarah qui parlent de la lutte pour les droits des personnes malades du sida, j'ai l'impression que les mouvements queer, en tout cas, la peur n'est pas forcément dans ce camp-là. Et aussi, un truc très important qu'Adèle a dit, c'est que il y a des façons aussi de nous donner du courage ensemble. Si on a un corps malade, handicapé, fragile, mais on veut quand même pouvoir participer, c'est intéressant de voir comment des corps peut-être moins exposés à la violence d'État
peuvent nous protéger et comment ces liens de vulnérabilité évoluent et changent en fonction des situations, parce que la vulnérabilité est aussi un état changeant. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai bon espoir et je trouve que ce que vous dites sur la peur, voilà, moi, mon expérience, c'est que quand même la peur, des fois, elle est plus... Elle n'est pas forcément dans là où on devrait la voir. Voilà, moi, je trouve que tous mes adeptes sont très courageux et même s'il y a une peur existentielle, bien sûr. Voilà. Ouais, juste, pardon, je me permets de surenchérir, mais effectivement, la peur peut-être n'est pas à l'opposé. Enfin, mais par contre, le fait de, comme a dit Sarah, en fait, en vrai, si on est rationnel, ce qui fait peur, c'est de rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, là, très court terme, on est quand même vraiment dans la merde, quoi. Mais en ce sens, je trouve que peut-être que plutôt que de lutter contre la peur à l'endroit de la peur, faut apprendre à se donner du courage et à canaliser sa rage, si on peut dire rage, c'est pas un bon terme, mais sa colère, son énergie en fait, sur des lignes d'efficace. Et en ce sens, je trouve que c'est intéressant aussi de toujours lever le voile du déni colonial, du déni blanc, du déni, en fait, tout simplement de toujours s'acharner à se renseigner, à s'informer en fait de la violence du système tel qu'il est, parce que je trouve que cette connaissance, comment dire, quand on n'a plus de voile déshumanisant qui nous permet de supporter l'injustice qui est infligée à tous les corps, en fait, ça devient difficile aussi de pas avoir le courage d'agir, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps peut-être pour une dernière question? Il y a là-bas? Oui. Hi. Is it okay if I ask my question in English? Okay. So this is piggybacking off of what Adele said, but more a question for you, Sarah, because I think you are the most knowledgeable in this. But you mentioned the protests in Michigan and Minnesota. Oh, sorry, in Minnesota. Sorry. And I was wondering what your analysis kind of was in maybe the shift in the like white liberal mindset in terms of putting yourself, your body in danger, because I mean, I used to live in DC during the BLM protests, and I remember like the idea very much was white bodies in front to protect, you know, people of color in the back. And now, given the fact that 2 white people were killed, I was wondering what your experience and your analysis of kind of the repercussions of that in, you know, like someone who's maybe like, I don't know, has like a lot of thoughts about what's going on, but maybe isn't ready or I don't know, you know, there was a woman in a red coat who was filming the police killing one of these white men, Alex Preddy. And she risked her life to film this thing. And they found her and they interviewed her, and she was like some blonde white woman in her 30s from Minnesota with a Scandinavian last name, like a lot of people in Minnesota. And the reporter asked her, "How long have you been an activist?" And she said, 3 weeks. So that's what I think is happening. Alors, il y avait une toute dernière question ici au premier rang. Ah, il y a 2 personnes. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une question sur... en fait, là, on a beaucoup parlé des individus. Et puis, je voulais questionner le fait d'être... par exemple, là, on a une petite association, on défend des personnes en situation de précarité. Et puis, il y a la question de s'allier et de come out solidaire d'autres mouvements qui sont peut-être plus forts et de se mettre en danger, notamment par rapport à des subventions, par rapport à des des acquis qu'on a gagnés en fait en luttant. Et à quel moment est-ce qu'on fait un calcul là, on intensifie la lutte politique et on se radicalise, ou est-ce qu'on met à quel moment on met en danger les personnes qu'on défend? Excuse-moi, je suis pas sûre d'avoir saisi le point de ta question. Je suis désolée. Ouais. C'est comment, en quelque sorte, faire ce sorte de calcul qui devient rationnel parce qu'on est en train de prendre soin d'autres personnes, qu'on représente en fait en quelque sorte un groupe, et que ça devient plus seulement
d'être juste un agent actif. Non, peut-être pas agent actif, mais... Et en fait, voilà, à quel moment est-ce qu'on met d'autres personnes en danger pour soi-même devenir radical? Je sais pas si je me suis un peu perdue. Si, j'ai compris, il y a une éthique là-dedans, en fait, une éthique de la prise de risque, tu veux dire? Dans le sens où, en fait, ce qu'on dit, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas... Excuse-moi, je schématise la situation, mais en gros, tu vas, en tant que personne, t'occuper de personnes qui vont être plus précarisées ou plus fragiles que toi, par exemple, et tu vas prendre un risque que toi, tu peux prendre, mais qu'en fait, tu fais prendre aux autres personnes également. C'est ça? Et tu me demandes la réponse de ça? Mais non, mais je sais pas quoi dire, en fait, dans le sens, bah non, faut pas, effectivement, si tu as la responsabilité d'autres personnes, j'ai envie de dire, faut le prendre comme critère, mais je pense que je t'ai mal répondu, je suis désolée. Peut-être que Sarah va dire un truc mieux. You have to say something, hein. Oui, sorry, she doesn't really get the question. But yeah, I'm sorry. I mean, pour moi non plus, j'ai pas très bien compris la question. Non, juste, bah ça, ce serait un move un peu héroïque, dans le sens où tu te dis ma pureté à moi, militante, compte plus que l'efficacité de la lutte. Et j'ai l'impression que ce que dit Sarah depuis le départ, excuse-moi, je réinterprète du coup ce que tu dis, mais ce que dit Sarah depuis le départ, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est l'efficience. Et que, en l'occurrence, c'est pas ta radicalité affichée à toi ou quoi. Excuse-moi de mal avoir compris. Je sais pas si mon micro marche. Il marche pas. Ok. Il y avait une autre question. Ah voilà, c'est toi, ok, parce que je voyais pas très bien. Bonjour, désolé, je fais Comment vite. C'est pour... Pardon. C'est une question un peu perso et dont Adèle, tu es plus concernée. Moi, j'ai envie d'être acteur. Enfin, je suis un peu acteur actuellement, mais de niveau assez bas. Et comme tu as dit avant, tu as un peu sacrifié ta carrière pour le militantisme. Et je voulais savoir ton opinion sur le fait de... Est-ce qu'il y a toujours une chance de se lancer dans ce milieu et de le faire de manière sainement ou... Ah, il marche plus. Non, le mais le micro ne marche plus. Là, on s'est fait couper la parole. Ah, bonjour, t'as compris ma question ou pas? Ouais. J'ai compris ta question. Je voulais juste dire, moi, j'ai pas sacrifié ma carrière, en fait. J'ai fait un choix politique qui me rend plus fière de vivre. J'ai pas sacrifié un truc, en fait. J'ai payé un prix que j'étais prête à payer. Par ailleurs, je continue de faire de l'art, en fait, et d'un art qui a plus de sens, de mon point de vue, que les choses que j'ai pu faire précédemment. Donc, si tu me demandes s'il y a de l'espoir, mais grave, il y a de l'espoir. Et puis, je te souhaite le meilleur, surtout. Bonne chance. C'est gentil, merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête ici. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à ajouter. Ça va? Bah moi, merci beaucoup, Sarah, pour la discussion. C'était très intéressant de t'écouter. Merci. Et merci pour le courage. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et bonne soirée.